Notre invité Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Vous avez été ministre de la Défense de 2007 à 2010 sous Nicolas Sarkozy. Vous êtes président du Nouveau Centre, député de l'Eure, candidat régional. Vous avez suspendu votre campagne électorale. On l'a vu cette nuit, il y a eu donc à la fois des opérations de police en France et puis la France a bombardé en Syrie massivement l'État islamique à Raqqa, qui est la capitale syrienne de l'État islamique. Des bombardements aériens, c'est suffisant ? Bien entendu, non. Ces bombardements, la coalition internationale menée par les Américains en fait depuis, je crois, 18 mois. C'est-à-dire qu'en clair, ce n'est pas quelques bombardements de plus qui vont régler la question de Daesh. Il va falloir, ce que j'appelle depuis des mois, une réaction de la communauté internationale dans son ensemble, intégrant bien sûr les Russes, les Iraniens, et que nous soyons en mesure de pouvoir soit appuyer des forces terrestres qui soient en capacité de pouvoir renverser Daesh, soit autre solution, même si ce sont des opérations très lourdes, demandant du temps, dont les États-Unis seront la force pivot, d'aller aussi au sol pour les écraser. On voit qu'il y a un retournement, il y a eu un tête-à-tête essentiel ce week-end, hier soir, entre Barack Obama et Vladimir Poutine, en marge du G20 en Turquie. Il était temps qu'ils se parlent, il est temps que la France change sa politique à l'égard de Poutine, à l'égard d'Assad et ne suive pas forcément ce que lui demandent de faire les Américains. Écoutez, dans cette histoire, il n'y a pas de réponse isolée, il n'y a pas de réponse seule. C'est une réponse collective, parce que c'est le monde occidental dans son ensemble qui est menacé, ce n'est pas seulement la France. Et dès lors qu'on est dans ce schéma, il est évident qu'il faut que les Russes et les Américains se parlent, que les Français parlent aux autres, et que nous construisions tous ensemble cette réponse. Mais vous voyez bien qu'il y a une réponse internationale qui, bien entendu, alimente les réseaux nationaux, puisque, bien sûr, il y a cette espèce de mystique autour de Daesh qui alimente des esprits faibles. Mais il y a aussi une réponse nationale. C'est l'un et c'est l'autre. Et la réponse nationale, c'est bien entendu des perquisitions administratives depuis ce matin. Mais c'est des réponses qui s'inscrivent dans le temps. Parce qu'on voit bien que nos conditions de sécurité, à vous, à moi, aux hommes et aux femmes qui sont partis bosser ce matin, qui ont changé. Elles ont changé pour longtemps, pour plusieurs années. Et à partir de là, il faut que la République se mette en situation en ayant des dispositifs juridiques qui nous permettent d'être plus efficaces. On n'évitera jamais, il n'y a pas de risque zéro, mais il nous faut des systèmes plus efficaces, comme nous le disions au mois de janvier, après les attentats de Charlie Hebdo. Pour revenir à la guerre en Syrie, avant de parler de l'état d'urgence, parce que vous serez tout à l'heure à Versailles, comme tous les parlementaires français, François Hollande vous réunit. Là-bas, en Syrie, en Irak, on parlait des bombardements, il faut des troupes au sol ? Est-ce qu'on a déjà gagné une guerre sans envoyer des troupes au sol ? Non, jamais. Mais c'est une opération qui nécessite des mois. Ce sont des opérations extrêmement difficiles parce qu'en plus, on vient de connaître à travers, pour les Américains, l'Irak et puis pour la communauté internationale, l'Afghanistan. Donc ça peut être aussi un appui significatif, important aux forces irakiennes déjà. On commence à le faire par des forces spéciales, etc. Mais au-delà de la formation ou de l'encadrement, peut-être qu'il faut accentuer ce dispositif. L'autre hypothèse, c'est en effet de construire une coalition très large. Mais il faut y mettre dans ce cas les Iraniens et bien sûr les Russes. Si vous étiez encore ministre de la Défense, si vous deviez faire la guerre à Daesh, qu'est-ce que vous feriez que Jean-Yves Le Drian ne fasse pas aujourd'hui ? Je continue à dire que depuis des semaines, la France et des mois, la France doit construire cette coalition internationale. La France doit appeler les Européens à beaucoup plus de solidarité. On a une espèce de ventre mou qui est la défense européenne. Et il faut dire aux Européens que le combat que nous menons, ce n'est pas simplement un combat français. C'est qu'aujourd'hui, c'est Paris qui est frappé. Demain, ça sera Berlin, Bruxelles ou je ne sais quelle autre ville d'Europe. Et donc, il y aurait besoin de construire une réponse européenne. Une armée européenne ? Non, c'est l'armée européenne, parce qu'il faut un pouvoir. Pour une armée, il n'y a pas de pouvoir européen. Donc il faut qu'il y ait une réponse européenne, construire les éléments permettant à l'Europe de se déterminer une politique étrangère, une politique de défense pour intervenir plus largement sur le théâtre, et deuxièmement, construire cette coalition internationale dont on a absolument besoin. Vous serez donc de ces parlementaires réunis en congrès à Versailles. Tous les chefs de parti, beaucoup de chefs de parti en tout cas, sont allés à l'Élysée hier faire leurs propositions. Si vous n'en aviez qu'une à soumettre à François Hollande tout à l'heure, ce serait laquelle ? C'est
Je peux vous en donner au moins deux. La première, c'est celle que je citais régulièrement depuis janvier, qui est celle de la déchéance de la nationalité française pour les binationaux qui vont combattre dans les zones de guerre. Si ils viennent nous combattre, eh bien qu'ils y restent. Voilà, moi, ça me paraît très simple. Et deuxième élément, il faut que nous ayons des dispositifs permettant de contrôler plus ceux qui sont partis dans des zones à risque, dans des zones de guerre. Et moi, j'appelais à ce qu'on puisse mettre des bracelets électroniques à toutes celles et tous ceux qui rentraient de ces opérations. La totalité du fichier S, comme on le dit, ça me semble difficile. C'est ce que demande Nicolas Sarkozy. On l'a entendu au 20h de TF1 hier. C'est assigner à résidence, voilà. Pardon, je rappelle aux téléspectateurs, assigner à résidence toutes les personnes qui sont fichées S et leur mettre un bracelet électronique. Ça vous semble inenvisageable ? Moi, c'est 11 000 personnes. Bon, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un dispositif très clair, très extrêmement brutal, qui fait que toute personne qui est partie à l'étranger soit en capacité d'être contrôlée, j'allais dire 24 heures sur 24, éventuellement intégrant des centres de rétention administratifs s'il le faut. Et deuxièmement, il faut que nous ayons des dispositifs qui nous permettent de mieux assurer la sécurité de nos compatriotes au quotidien. Parce que la question que vous allez vous poser demain matin, ces jeunes qui sont fichés S et qui sont scolarisés, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est le cas. Dans les collèges et les lycées de la République, ou du moins plutôt les lycées de la République, vous avez des enfants qui sont issus, qui sont des jeunes alors qui sont fichés. C'est pour ça qu'il faut que nous ayons des dispositifs judiciaires ou administratifs qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ces questions-là. Deuxièmement, il faut que nous ayons, à l'égard des sites Internet djihadistes, des positions beaucoup plus de fermeté, beaucoup d'esprits simples se font embarquer et il faut donc qu'on ait des moyens en quelque sorte d'empêcher d'aller sur ces sites par des dispositifs pénaux comme le proposait Nicolas Sarkozy hier soir. Il y a aussi la question des imams radicaux, les expulser tous au plus vite, est-ce qu'on en a les moyens ? Est-ce que c'est possible ? Et pourquoi ce ne serait pas possible ? Est-ce que la République française n'est pas capable d'expulser quelques dizaines d'imams radicaux ? Enfin, nous le disions en janvier, nous continuons à le dire. Pourquoi ne pas fermer ces lieux de prêche ? Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Enfin, si l'impuissance de l'État est à ce point, c'est que décidément, tout est à reconstruire. Et donc, je vois pas ce qui nous empêcherait de pouvoir faire ça. Vraiment pas. François Hollande, tout à l'heure, devrait demander à ce qu'on prolonge l'état d'urgence de 3 mois. Vous êtes pour ? Oui, je suis pour qu'on prolonge l'état d'urgence. Mais je dis, l'état d'urgence, ça ne règle pas tout. Ce n'est pas une affaire de 3 mois. Nous avons besoin d'avoir des dispositifs pénaux qui permettent à la République française de pouvoir se protéger. Et au-delà de la République, les Français. Et ça dépasse largement 3 mois. Ce sont est-ce que... Je vais prendre un autre exemple. Il faut en discuter avec les syndicats de police. Mais en Israël, on a fini par accepter le port d'armes en dehors des heures de service pour permettre à un policier de pouvoir réagir en cas de crise, en cas d'attentat. Est-ce que ce n'est pas des dispositifs sur lesquels on doit réfléchir ? Mais vous voyez bien que la menace et la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça ne peut pas se résoudre simplement en augmentant les moyens des services de renseignement. Ça ne suffit pas. 10 000 militaires déployés d'ici à demain en France, c'est ce qu'annonçait Manuel Valls. Vous auriez fait pareil ? Oui, mais les militaires, bien sûr, il faut protéger les lieux publics, mais les militaires ne sont pas là pour faire des opérations de police et de gendarmerie. Ce n'est pas leur métier, ils ne sont pas formés pour ça. Qu'ils garantissent un peu plus de sécurité à nos compatriotes. C'est très bien qu'ils soient dans les gares, dans les aéroports, mais c'est d'abord des opérations de police. Et donc, chacun son métier. Renforcer aussi les contrôles aux frontières, évidemment. On a parlé ces derniers temps du PNR, cette fiche d'état civil du passager aérien qui permet de tracer les habitudes de voyage et de détecter des comportements suspects. C'est utilisé aux États-Unis depuis le 11 septembre. Ça ne marche pas en Europe. Oui, ça ne marche pas. Moi, je me souviens avoir eu des conseils restreints où on a évoqué ces questions, disant qu'il fallait les mettre en œuvre. On nous a expliqué que c'était extrêmement compliqué à suivre parce que, très vite, les apprentis terroristes détournent en prenant des trajets de traverse, si je puis dire, pour cela. Mais tout ça, ce sont des dispositifs qu'on doit intégrer dans la vie quotidienne des services en charge de notre sécurité.
Nous avons besoin d'unité européenne, dites-vous, ces derniers jours. On a l'impression qu'il y a peut-être un problème de coopération, non, dans les renseignements entre la France et la Belgique, par exemple. Non, je pense qu'il n'y a aucun... Mais vous vous rendez bien compte à quel point c'est un exercice compliqué dans l'état actuel du droit. Vous avez des hommes et des femmes qui sont éventuellement fichés comme étant suspects, dangereux. Puis pendant 2 ans ou 3 ans, ils disparaissent de la circulation, il ne se passe rien. Donc, arriver à les contrôler sur le long terme, c'est sans avoir des moyens judiciaires plus coercitifs, c'est extrêmement difficile. Et donc, voilà, c'est les failles d'un système où il y a tellement d'informations qu'après, il faut être en capacité de la traiter. Et bien sûr, quand vous avez autant d'informations, il y a forcément des trous dans la raquette. On suit en même temps, vous nous parlez, il y a ces opérations en cours, ces opérations de police en cours à Molenbeek en Belgique. Alors on ne sait pas s'il s'agit d'opérations plus larges, comme ça a été le cas en France cette nuit, ou si ces opérations sont directement liées aux attaques de Paris. Molenbeek, c'est un vrai problème. Depuis des mois, on dit que c'est la base arrière du djihadisme en Europe. Là, c'est pareil, l'Europe est impuissante aussi ? L'Europe a besoin de se construire avec des dispositifs. Vous savez, c'est tout le débat des questions européennes, tout sujet confondu. C'est qu'à chaque fois, on voit bien que le bon échelon est souvent l'échelon européen, mais qu'on n'a jamais construit la totalité du système permettant d'être opérationnel. Sur tous les sujets, c'est la même chose. C'est-à-dire que les États disent, oui, il faut l'Europe, mais en même temps conservent par-devers eux toute une série de compétences et de responsabilités sans mutualiser tout ce qui doit être mutualisé au niveau européen pour le faire. Et donc on arrive à un système absurde qui démontre très vite ses limites quand on est dans des situations comme celle-ci. Soit on considère que c'est l'Europe, il faut que ça soit l'Europe pleinement, totalement, entièrement, avec un système de pouvoir responsable, démocratiquement contrôlé, soit ce sont les États membres. Mais les systèmes intermédiaires comme ça conduit forcément à de l'inefficacité. Pour ce qui est de l'intervention en Syrie et en Irak, on sait que la France traque là-bas des djihadistes français qui ont donc rejoint l'État islamique. Est-ce qu'il faut, pardonnez-moi, mais les tuer ou prendre le risque qu'ils reviennent en France avec ce que l'on sait aujourd'hui ? Écoutez, il faut... on est un État de droit. Il faut faire en sorte que ces Français, soit ils sont binationaux et on leur enlève la nationalité française, et donc c'est plus le même traitement. S'ils sont français, il y a pour ça la prison. Voilà, il y a un système. S'ils sont en Syrie, en Irak, j'entends. Oui, on mais bombarde, un jour, quoi qu'il en soit. Oui, un jour, ils reviennent. Mais enfin, en même temps, vous savez, quand vous frappez Daesh, comme cette nuit, vous ne savez pas de quelle nationalité sont les hommes qui sont dessous. Hein. Est-ce que vous croyez déceler dans le mode opératoire des dernières attaques qui ont lieu à Paris des jeunes Français qui revenaient de Syrie ? Pour l'instant, c'est encore flou. Déjà, j'ai pas d'éléments pour cela, mais il est évident que, comme ont dû vous le dire tous les experts qui sont venus sur ce plateau, c'est que quand on a des explosifs à la ceinture, on a forcément des hommes et des femmes, des hommes là en l'occurrence, qui ont bénéficié d'un certain nombre de spécialités qui ne se trouvent pas au coin de la rue. Donc il doit y avoir derrière tout ça une logistique assez puissante qui vient peut-être de Syrie, je n'en sais rien. Et en Syrie, est-ce qu'il faut s'allier cette fois à Bachar el-Assad ? Il faut hiérarchiser les questions. La hiérarchisation nous amène d'abord à régler la question de Daesh et après la question de Bachar el-Assad. Chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, j'allais dire François Hollande en a tiré les conséquences, puisque vous souvenez-vous qu'il y a encore quelques mois, il refusait que les avions de l'armée française interviennent en Syrie. Il a changé d'avis, je crois, il y a 2 mois ou 3 mois. Moi, je dis que la priorité, c'est cela. Et puis la seconde après sera de régler le sort de Bachar el-Assad, qui est tout de même lui aussi un immense bourreau. Un immense bourreau, mais à un moment donné dans l'histoire, oui. On a préféré s'allier à Staline face à Hitler. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, il faut s'occuper de Daesh. Dans ce contexte, est-ce que vous pensez qu'on peut maintenir les 2 événements qui sont à venir là, dans les prochaines semaines, la COP21 et les élections régionales ? Il faut que la vie continue, comme on dit tous. La démocratie doit continuer. Je dois reconnaître qu'il y a un côté assez surréaliste et j'allais dire presque indécent de faire campagne quand on a vécu cela. Mais en même temps, il faut que la France continue à vivre. Et deuxième élément, il faut que la COP21 ait lieu
Il faut la faire la plus sobre possible. Ça ne fait aucun doute, mais il faut qu'elle ait lieu aussi. Selon RTL Belgique, le suspect numéro 1 dont nous vous parlons depuis